Alors, peut-être un commentaire, bon, qui veut commencer, Alain Bensoussan, sur ce que vous venez d'entendre. Bon, alors, je n'ai pas du tout les compétences de ceux qui ont présenté les exposés. Donc, mon point de vue sera un point de vue de Candide. Mon seul intérêt, c'est un petit peu lié aux mathématiques financières. Et donc, dans ce contexte, je voudrais revenir. Et également le problème du risque. Vous avez mentionné que je me suis intéressé au spatial, qui est un domaine extrêmement risqué, donc ça m'a beaucoup appris. Oui, alors, sur l'aspect justement de cette crise, mon impression, c'est que, au fond, on avait cette idée que l'ingénierie financière, cette innovation financière, grâce aux mathématiques financières en particulier, traduite en produits financiers, produits dérivés et autres, allait permettre d'éradiquer le risque, de se protéger complètement du risque. Et donc, grâce à cette innovation fantastique, et donc on pouvait, au fond, s'enrichir sans risque. On ne savait plus où était le risque. Le risque, bon, au fond, il était transféré au marché. Les banques ne le voyaient plus. Et donc, il y avait un problème de traçabilité. Et du coup, on avait l'impression qu'il n'y avait plus de risque. Et donc, voilà, on pouvait s'enrichir de ça. C'est extrêmement pervers, évidemment, parce que le risque, il existait. Et il s'est réalisé au moment de la crise. Alors, là-dessus, je voulais rebondir tout à fait sur cette idée d'économie réelle, sur laquelle a beaucoup insisté Jean-Hervé Lorenzi. J'en suis très très content, je ne savais pas ce qu'il allait dire avant, mais ça converge tout à fait avec mon impression. Si vous voulez, moi, ce qui me frappe, c'est que, d'une part, notamment dans ce colloque, on a énormément parlé d'énergie, d'environnement, de santé. On n'a pas parlé de l'eau, mais c'était dans un colloque précédent. Autrement dit, notre planète a des besoins énormes d'adaptation. Je ne parlerai pas du changement climatique, je suis prudent. Non. D'accord, j'ai compris. Néanmoins, globalement, ou agriculture, ou autre, notre planète, notre continent, mais aussi les États-Unis, la Chine, on a des besoins énormes d'investissement. On ne sait pas très bien financer. À côté de cela, il y a des moyens financiers considérables qui, au fond, me donnent l'impression de se perdre de façon stérile dans de la spéculation financière. Et au fond, je crois, le grand challenge, c'est assez proche de ce qu'a dit Jean-Hervé Lorenzi. Il l'a dit de manière différente. Il a parlé d'investissement épargne, mais enfin, c'est donc un peu un regard différent. Comment, au fond, orienter cette masse d'argent qui existe, incontestablement, mais qui me paraît mal utilisée, vers ces besoins considérables et que les gouvernements ne peuvent plus payer, parce que, justement, comme ils sont endettés, les gouvernements eux-mêmes ne peuvent plus payer. Donc, il y a quelque chose à faire, et là, je rejoins l'aspect de l'ingénierie financière, mettre cette innovation financière au service de ce lien entre ce que Jean-Hervé appelait l'investissement et l'épargne, je dirais l'investissement et ses moyens financiers globaux. Donc, comment utiliser l'innovation financière, l'ingénierie financière, qui a été peut-être pas très bien utilisée, pour la mettre au service de ces besoins nouveaux que nous avons et qui sont évidents. Alors, sur l'aspect bancaire, un mot, justement, par rapport à ce qu'a dit M. Paulin. On parle beaucoup de réglementer, de régulation, etc. On dit toutes ces banques n'ont pas... Alors, cet aspect réglementaire me paraît être pris... Il y a donc le lobby, il se heurte à une énorme opposition, c'est clair, mais il me semble aussi qu'il est pris de manière peut-être, je dirais, un peu de contrainte, c'est-à-dire on contraint les établissements à faire ceci, soit à faire moins de choses, soit à avoir plus de capital, etc. Donc il y a un aspect contrainte. N'y a-t-il pas
une incitation positive. C'est-à-dire que si dans cet aspect réglementation, on pousse, on incite les grands établissements à justement financer, enfin, attirer l'épargne ou utiliser leurs fonds, leurs moyens, leurs connaissances, notamment en ingénierie financière, vers ces besoins en investissement, est-ce que ça fait partie de la réglementation, à mon avis, peut-être dans un sens nouveau, mais pourquoi pas. Alors, je voudrais simplement sur l'euro. Je ne suis pas un économiste, mais je peux témoigner que les économistes avaient dit, effectivement, l'euro poserait des problèmes. Et à ce sujet, je voudrais souligner 2 exemples qui étaient évidents. Bon, ce n'était pas le problème de l'euro, mais enfin, c'était très proche. L'intégration de l'Allemagne de l'Est, enfin la réunification de l'Allemagne en 89, où les gens de la Bundesbank avaient dit ça serait absurde de mettre le mark allemand de l'Est au même niveau que le mark allemand de l'Ouest. C'est une catastrophe. Ne le faites pas. Le chancelier Kohl l'a fait pour des raisons purement politiques. L'Allemagne de l'Est, qui était classée, je me rappelle très bien, j'avais des circonstances, à l'époque, 17e puissance mondiale. L'Allemagne de l'Ouest était 3e puissance mondiale. L'Allemagne de l'Est, 17e et première du monde communiste. A disparu en 15 jours. En 3 semaines, peut-être. Et il y avait un autre exemple, celui de l'Argentine, où comme il y avait une inflation énorme, le président argentin, Carlos Menem, a dit on va faire le dollar. Donc le peso, c'est le dollar. Terminé. Il n'y avait plus d'inflation, mais il n'y avait plus l'Argentine avait disparu également, enfin son industrie. Voilà. Mais ceci étant, je termine en posant à M. Paulin la question suivante. Comment se fait-il que malgré ce panorama extrêmement sombre, parce que l'Europe ne voit pas, effectivement, il l'a dit lui-même, il ne voit pas comment on va arriver à une Europe politique, mais comment se fait-il que l'euro ne soit pas si attaqué que ça? C'est-à-dire l'euro, malgré tout, on a confiance dans l'euro. On ne devrait pas, d'après l'exposé. Mais voilà, donc merci, parce que je crois que vous allez sonner la cloche. Non, pas du tout. La réponse. Voilà. Et puis on essaiera de répondre aussi à votre proposition d'incitation positive pour tenter d'utiliser différemment cette masse d'argent qui existe, avez-vous dit. La réponse de Jean-Paul Paulin, d'abord. Alors, sur l'euro, oui, en effet, ça peut apparaître comme un paradoxe. D'une certaine façon, vous savez, l'euro est surévalué. Et l'euro est surévalué parce qu'il n'est pas géré. Hein. En tout cas, il est géré entre des intérêts qui sont contradictoires, entre ceux de l'Allemagne, qui finalement a plutôt le dernier mot, et puis ceux des autres pays, enfin des pays du Sud. Donc, je ne crois pas du tout que la force de l'euro, enfin la surévaluation de l'euro, soit la preuve de la force de la création monétaire européenne. Prenez le yen. Le Japon est une économie qui est en crise depuis le début des années 90. Cependant, le yen est lui aussi surévalué. Donc, on ne peut pas se fier au niveau de l'euro pour dire que c'est la preuve du succès de la construction et la preuve que le marché anticipe un avenir brillant pour la zone euro. Je crois que si l'euro est surévalué, c'est parce que d'une certaine façon, nous avons toujours, notez-le bien, des taux d'intérêt qui sont supérieurs à ceux des États-Unis. C'est parce que il est dit que la Banque centrale européenne gardera toujours son caractère rigoureux et donc sa conception orthodoxe des choses. Et je crois que c'est juste ça, étant entendu que l'idée selon laquelle le marché des changes anticiperait à long terme est évidemment une idée qui n'a guère de sens. Alors, autre élément de réponse avec Hervé Lorenzi, puis on vous donne la parole après. Évidemment, Jean-Paul a raison.
J'y rajoute juste un élément, c'est que les paiements courants européens sont équilibrés, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Et je réponds à l'interrogation qui est majeure, à mon sens, de comment on canalise dans des circonstances qui sont difficiles, mais là, bien au-delà de l'affaire de l'euro, qui sont le monde tel qu'il va apparaître, tel qu'il est en train d'apparaître, comment on arrive à mobiliser de l'épargne, mobiliser, ou toi tu as dit finalement des moyens financiers, parce que on a compris au fond, dans l'exposé de Jean-Paul, tout ce que, en réalité, le mot épargne pouvait, l'utilisation des moyens financiers, pouvait avoir d'extension. Il y a 3 solutions, hein. Il n'y a pas 36 solutions. La première solution, c'est en réalité, sous des mots, après ça en habille tout ce qu'il faut, mais c'est la nationalisation de l'épargne. C'est comme ça qu'ils ont vécu pendant des siècles. Hein, donc c'est d'une certaine manière. Le deuxième moyen, c'est vraisemblablement trouver des canaux, par exemple européens. L'idée qu'au fond, on puisse mutualiser une partie de l'épargne européenne, en réalité la crédibiliser et l'utiliser pour ce qui sera dans les années qui viennent, les 4-5 années qui viennent. On va faire de la recherche et de l'infrastructure. On va pas brutalement dire, on va refaire des vapocrackers. Comme je disais tout à l'heure, c'est la recherche. Et donc on peut, deuxième solution, ou, j'allais dire, le financer une dette européenne par de l'épargne privée, en réalité en donnant la garantie européenne. Parce que, Jean-Paul, même si la raison de la force de l'euro, c'est que c'est pas géré, donc comme il n'y a pas de politique de change, finalement c'est celui qui paye les pots cassés pour les autres, il est surélevé. L'affaire japonaise, d'ailleurs, vous devez la suivre jour par jour, parce que c'est extraordinaire. À Benomic, c'est une merveille intellectuelle, parce qu'on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est extraordinaire ce qui se passe au Japon. Et donc, ça reste quand même une puissance commerciale équilibrée très importante. Et troisième possibilité, mettre des différences majeures. Là, je pense plutôt au vieillissement. Il faut que toi et moi, on nous convainque que notre petite épargne, on ne la met pas dans des trucs sans trop de risques et qu'on est prêt à prendre des risques. Mais pour ça, il y a des avantages fiscaux massifs. Et moi, quand je vois les discussions qu'on a en France, si je reviens un instant en France, je me dis, en réalité, on marche un peu sur la tête. Il faut faire 2 choses en France. Comme vous savez, l'épargne des ménages est largement utilisée pour le logement. Donc il faut se débrouiller pour que les gens achètent moins leur maison. Deuxième solution, il y a 3 solutions. J'en trouve une, je la rajoute. La deuxième raison, c'est que nous, les seniors, il faut nous dire qu'il y a de la liquidité. Je rappelle toujours que le programme nucléaire français a été financé sur de l'épargne privée garantie par l'État. Alors, dans la dette publique, c'est emmerdant, mais enfin, il faut trouver une solution. Une solution. Et puis, j'ai oublié ma 3e idée, qui était la meilleure, mais qui, comme elle m'est venue en parlant, elle va revenir. Ah là là. Bon. On a beaucoup parlé des banques. Je voudrais un mot sur les marchés, peut-être, Pierre Bateau, que vous souhaitiez aborder aussi. Oui, et puis on vous donne la parole. Oui, bon, d'abord, vous trouverez probablement 3 économistes qui ne sont pas complètement divergents et qui se rejoignent, parce que je souscris tout à fait à la fois à ce qu'a dit Hervé, et personnellement, tout cours de finance, même si après on rentre dans des équations à la Nicolas El-Karoui, je commence d'abord par un exposé sur la situation de l'économie réelle, et je suis à peu près le schéma qu'il a donné tout à l'heure pour rappeler aux gens que l'on forme qu'il y a toujours des retours à la moyenne et que l'économie réelle commande, et que ultimement, même s'il y a des bulles, même s'il y a des variations, à un moment ou à un autre, il faudra revenir à cette économie réelle. Donc là-dessus, je souscris, et Jean-Paul a parlé longuement des problèmes des banques. Je voudrais dire un petit mot simplement sur les marchés financiers. À cette distance, voilà, c'est ça. Il y a un jeune économiste, enfin il était très jeune au moment où il a écrit ça, aujourd'hui il a 101 ans, et il admoneste encore ses collègues économistes, il a eu aussi un prix Nobel, il admoneste ses collègues économistes encore à l'heure actuelle, il leur a fait beaucoup de tracas, il s'appelle Ronald Coase, et il a initié un débat extrêmement important il y a 30 ans, il y a 70 ans, 80 même, qui a toujours cours chez les économistes. Il y a 2 types d'institutions qui supportent le fonctionnement de l'économie. D'un côté, il y a des marchés, de l'autre côté, il y a des institutions
qui sont des institutions dans lesquelles il y a de l'organisation hiérarchique, il y a de la délégation et du commandement, il y a des chefs, il y a des sous-chefs, il y a des gens qui exécutent, il y a des gens qui commandent, etc. Dans la première institution, les marchés, les gens suivent leur intérêt personnel, ils font une transaction, je te vends quelque chose, tu m'achètes quelque chose. Dans les secondes, ce qu'ils font reflète ce qu'on leur a demandé de faire au-dessus. Donc dans les secondes, il y a beaucoup moins de transparence en général, il y a beaucoup plus de difficultés à organiser les secondes, il y a ce que les économistes appellent des coûts d'agence, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Alors le problème des banques, c'est des institutions, et c'est des institutions qui précisément rencontrent ce type de difficultés, et c'est pour ça que la crise chez elles, ça a été une crise précisément de ces mécanismes de décision et de délégation. Mais ces mécanismes n'existent pas que dans les banques, ils existent dans les grandes entreprises. Les salaires extravagants qui sont payés à des Chief Executive Officer, comme on dit, des PDG, ne sont pas décidés par des marchés financiers. Ils ne sont pas décidés non plus par des marchés du travail. S'ils étaient décidés par des marchés du travail, on se demanderait pourquoi tous les patrons du CAC 40 sont des ingénieurs polytechniciens du corps des mines qui sont d'anciens hauts fonctionnaires. Et je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure. Donc ces salaires sont déterminés à l'intérieur de salles de réunion de conseil d'administration. Ce sont donc des institutions dans lesquelles un certain nombre de dysfonctionnements, et il les a cités, tiennent précisément à ces mécanismes de délégation. C'est-à-dire les décisions que vous prenez là-dedans ne sont pas des décisions que vous prenez avec votre argent, vous le prenez avec l'argent des autres. Et donc c'est ça qui rend les difficultés. Ça, c'est pour les banques. Et sur les marchés financiers, les problèmes sont de nature différente. Ce qui se passe sur les marchés financiers, les dysfonctionnements sont d'ordre différent. Et les marchés financiers, d'ailleurs, lors de la crise, n'ont pas... Excusez-moi, je vous interromps juste une Oui. seconde. On va saluer M. J'en ai pour 3 minutes. Malheureusement, j'ai pas retrouvé la troisième Voilà, idée, mais je voulais c'était vous poser la meilleure. question. Alors c'est pour ça, comme on l'a trouvé un peu fatigué, on lui a commandé un taxi et il l'attend dehors. Voilà, merci beaucoup. Je vous ai interrompu, Oui, excusez-moi. il n'y en a pas pour très longtemps. Sur les marchés financiers, par opposition, les problèmes sont de nature différente. C'est-à-dire nous avons des transactions qui sont probablement beaucoup trop nombreuses. C'est-à-dire que toutes les études que nous faisons sur les marchés financiers nous montrent qu'il y a beaucoup trop de transactions, beaucoup trop de gens, beaucoup trop de gérants, de fonds, d'intervenants sur les marchés financiers, vendent ou achètent en croyant qu'ils le font sur de l'information, alors qu'en fait, ils n'ont pas d'information. Donc il y a un excès d'échange. Et cet excès d'échange... Ah oui, pardon. Alors, quelle est la bonne distance? Voilà, c'est bon, là, vous bougez plus. Les mains devant. Pas sur le micro, non. Pas sur le micro. Donc ça, c'est une première difficulté. Et si réglementation il y a, il faut trouver les moyens de ralentir cet échange-là. Alors on peut penser à des taxes sur les transactions qui les ralentiraient. Personnellement, je ne pense pas, et je pense que beaucoup de financiers, d'experts financiers ne pensent pas que ce soit la bonne méthode. D'autres méthodes reposent simplement sur la bonne formation. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a probablement un défaut de formation de beaucoup d'intervenants sur ces marchés-là qui n'ont pas assez de conscience de ce que représente réellement l'information qu'ils ont en main et la façon dont ils peuvent l'utiliser. Donc la réglementation des marchés financiers, c'est un problème extrêmement différent. Je ne peux pas rentrer là, on a 2 minutes, mais je voulais simplement le contraster par rapport au problème des banques. Vraiment, il s'agit de problèmes différents, et les marchés financiers, lors de la crise de 2007, n'ont pas aussi mal fonctionné que ça. Hier, Marc et Guillaume plaçaient le début en 2007, et nous, les financiers, on le place plutôt en 2006-2007, parce que c'est là que les marchés financiers commencent à sentir qu'il va se passer quelque chose, et ils sont des indicateurs. Donc ils ont en quelque sorte anticipé, ils ont annoncé cette crise-là. Donc bien sûr qu'ils ont joué un rôle, bien sûr qu'il y a des bulles, bien sûr qu'il y a toute une série de dysfonctionnements, mais réellement ils sont de nature assez différente de ce qui s'est passé dans les banques. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre... Voilà. J'aurais plein de choses à dire sur ce qu'il a dit, mais... Bon. Non, mais il faut... Parce que... Oui, on va... Voilà. On a une question là-bas et puis une autre après, ici. Enfin, voilà.
Je peux poser ma question donc? Allez-y. Voilà, merci. Pascal Bron, donc ingénieur en installation énergétique. Une question concernant la dette publique, les dettes souveraines en grande partie, en tout cas pour ce qui est de l'Europe. Bon, on a depuis longtemps des dettes publiques. C'est vrai qu'elles ont beaucoup augmenté depuis 2-3 ans, finalement, tout au moins pour la France. Vous nous dites en gros, ce problème-là, il est dû au système bancaire. C'est-à-dire que les dettes publiques dans un système bancaire qui serait beaucoup plus adapté seraient beaucoup moins graves, seraient beaucoup plus faciles à supporter. Est-ce que j'ai bien compris votre propos? Oui, alors, enfin, il y a deux choses. Hein. D'abord, au fond, le problème de la dette publique, il naît de la crise financière. Hein. Il naît de la crise financière d'abord parce que les États ont éprouvé le besoin de soutenir l'activité économique. Ensuite, parce que les États, tout simplement, ont eu des rentrées fiscales plus faibles. Mais il faut bien voir que quand vous regardez, j'aurais pu, mais enfin, c'était pas tellement mon propos, j'ai le même graphique que celui que je vous ai donné pour les bulles, mais à propos des dettes publiques. Quand vous regardez les dettes publiques de la France et de l'Allemagne, c'est très stable depuis la fin des années 90. Donc, contrairement à ce qu'on raconte, qu'on fait du laxisme depuis des décennies, ceci est totalement faux. Il y a eu des poussées dans les dettes publiques. Ces poussées, elles sont tout à fait faciles enfin, l'explication est tout à fait facile à détecter. Vous avez eu une poussée dans les années, enfin, au moment du deuxième choc pétrolier. Vous avez eu une poussée des dettes publiques au moment de la première récession de l'économie française, enfin de l'économie européenne, c'est-à-dire 93-94. Et puis, vous avez cette grosse poussée actuelle, quoi, et qui est très clairement imputable à la question de la crise financière. Donc, tout se passe comme s'il y avait une substitution de la dette privée de la dette publique plutôt à la dette privée. Vous avez vu qu'au moment de la crise, tout d'un coup, les taux d'endettement du secteur privé diminuent. Eh bien, quand, mécaniquement, sans rentrer dans des équations macroéconomiques très simples, vous voyez bien qu'il va y avoir un report à partir du moment où il y a une baisse de l'endettement privé. Cette baisse de l'endettement privé va être compensée par une hausse de l'endettement public. De même qu'en Espagne, on faisait des déficits, des excédents budgétaires, donc la dette publique diminuait parce que l'endettement privé augmentait. Alors maintenant, la deuxième chose que j'ai dite, c'est dans la crise, à partir du moment où il y avait crise, à partir du moment où il y avait défiance vis-à-vis des dettes bancaires, ceci créait en même temps une défiance vis-à-vis de la dette publique, parce qu'on se disait qu'il faudrait que les États volent au secours des banques. Et du coup, ça entraînait une crainte sur la dette publique qui se payait par des taux d'intérêt plus élevés. Et à partir du moment où les taux d'intérêt augmentent, ça fait une boule de neige, quoi. Ça explose parce que vous vous dites, si les taux d'intérêt sont tellement hauts, l'État remboursera d'autant moins, etc. Et ceci, ensuite, rejaillit sur l'inquiétude qu'on peut avoir sur les dettes bancaires, etc. Et donc, vous avez un cercle vicieux entre la défiance vis-à-vis des dettes publiques et la défiance vis-à-vis des dettes bancaires. On a répondu à votre question ou vous vouliez ajouter? Oui, assez bien. J'en avais une deuxième toute petite. Allez. J'ai voulu le séparer pour être plus clair. Merci. Est-ce qu'on peut dire qu'en gros, la crise à l'échelle des États-Unis et d'autres pays dans le monde va vers sa fin, hormis en Europe, où elle semble se prolonger? Tout le monde est d'accord pour dire qu'on n'a pas encore vu le bout du tunnel. Et que finalement, quand c'est presque fini ailleurs, est-ce que le presque ne tire pas sa cause dans l'Europe? Quand on voit les Américains qui vont pleurer chez les Allemands pour leur dire « soyez plus souples, plus de liquidités »,
est-ce que ce n'est pas finalement le monde qui craint que ce soit l'Europe qui fasse durer la crise ? Ça, c'est sûr, hein, c'est sûr. Bien sûr, les États-Unis se préoccupent, enfin, ils l'ont même fait de façon assez maladroite et très directement, lorsque M. Geithner était aux manettes, pour dire à l'Europe, ça suffit, réglez vos problèmes, parce que, enfin, bref, jouez le jeu vous avez créé une union monétaire, jouez le jeu, c'est-à-dire constituer une solidarité au niveau budgétaire, au niveau du budget européen. Alors, sauf qu'on fait exactement l'inverse, puisqu'on réduit le budget européen, ce qui est absolument incroyable, quoi. Mais bon, indépendamment du budget européen, qui de toute façon représente 1% du PIB, donc c'est totalement peanuts, mais il fallait créer un organisme, ce qu'on a fini par faire plus ou moins bien, un organisme de solidarité, hein, le mécanisme européen de stabilité, un fonds qui vient en principe au secours des uns et des autres, sauf que venir au secours des uns et des autres, ça peut être extrêmement coûteux lorsque c'est un grand pays qui est attaqué, et c'est ça qui fait que c'est moyennement crédible. Mais en effet, alors, simplement, voyons bien que les États-Unis, ils fonctionnent par création monétaire, hein, par intervention sur le marché monétaire, des interventions massives, hein. Vous voyez bien que le bilan de la Fed a été multiplié par en gros 3. Hein, le bilan de la Banque centrale américaine a été multiplié par à peu près 3 depuis le début de la crise. Alors, l'inquiétude qu'on peut avoir, moi je ne la partage pas trop, mais l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? D'abord, est-ce que ça peut continuer comme ça? Est-ce qu'on peut traiter comme un problème conjoncturel ce qui est en fait ce qui est peut-être un problème structurel? Au niveau de, par exemple, l'emploi aux États-Unis, c'est pas clair qu'on puisse revenir au plein emploi comme ça, à coup de traitements qui sont des traitements conjoncturels, qui sont des traitements macroéconomiques de politique monétaire. Et d'autre part, est-ce que on pense qu'on pourra sortir de cette assistance, comment vous dites, assistance respiratoire, hein, de façon propre, c'est-à-dire sans faire de dégâts collatéraux, enfin, c'est-à-dire sans créer de l'inflation notamment. Merci. Alors, il nous reste un peu plus de 5 minutes, donc on a plusieurs questions, on va essayer de faire assez court. Je vous en prie, et puis les réponses aussi, s'il vous plaît. Oui, Voilà. bonjour, Philippe Rosado, je suis consultant, j'accompagne les entreprises dans l'innovation et je voudrais parler plutôt d'opportunités, hein, puisqu'on a parlé de crise, on a parlé effectivement de mécanismes, et je vais parler de l'économie réelle, hein, pas du tout de la macroéconomie. Aujourd'hui, on a de grandes entreprises, hein, qui essaient de créer des rentes, en fait, de créer des addictions en verrouillant des mécanismes d'innovation. Et moi, c'est ce qui m'atterre et je pense que c'est une explication majeure dans les situations que l'on vit aujourd'hui. Alors, ils opèrent de plusieurs manières. Ils font du lobbying sur les normes, ils achètent des paquets de brevets. On voit que les leaders mondiaux, hein, dans l'innovation, que sont Apple, Samsung, ne sortent pas des bureaux de leurs avocats, hein, que les bagarres se passent à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance d'être capable de produire des idées, hein, c'est-à-dire qu'on a de bonnes écoles, on a de bons centres de recherche. Hein. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'à un certain moment, ces idées-là, elles partent, en fait. Hein, elles sont achetées par de grosses structures, hein, qui finalement vont pas forcément d'ailleurs les utiliser, parfois bloquent simplement l'innovation de manière à ne pas laisser exister des concurrents. Voilà, donc moi je pense qu'il y a quelque chose qui serait très important si on veut vraiment repartir sur l'innovation, et je crois que c'est un moteur, hein, dans des zones économiques comme la nôtre, hein, ce serait que les brevets, à partir du moment où, je dirais, on raccourcisse la durée de verrouillage des brevets, et que des brevets non utilisés, ben, finalement, ils retournent sur la place publique, parce que si une boîte n'a pas envie de s'en servir, d'autres les prendront. Et je crois que le moteur, hein, d'une structure et d'une région comme la nôtre, la France et l'Europe, c'est vraiment de pouvoir travailler sur l'innovation. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va laisser peut-être répondre à la Soussan sur cette histoire de brevet, oui. Évidemment. Rapidement, hein. Oui, enfin, bon, tout à fait d'accord. Bien sûr, l'innovation est un élément clé, et notamment pour nous, aussi bien pour les États-Unis. Et on voit peut-être effectivement les États-Unis, peut-être un peu plus que nous, faire ce pari de l'innovation. Je voudrais
mentionner et revenir, notamment par rapport à ce qu'a dit Jean-Hervé, sur il n'y a pas que l'innovation technique, il y a l'innovation financière. Hein. Et donc, il y a eu énormément de progrès dans l'innovation financière, peut-être mal canalisée. Ne faudrait-il pas, et comme ici il y a beaucoup d'étudiants qui s'intéressent peut-être à la finance, justement il faudrait faire des travaux de recherche sur l'innovation financière, qui est proche et très liée à l'innovation technique, pour régler tous ces grands problèmes d'investissement dont nous avons besoin. Alors, Monsieur Watteau, et puis je vous donne la parole après, Monsieur Paulin. Un mot de complément à ce que dit Alain. Chaque projet d'investissement comporte un horizon de temps, un horizon de risque. Ces horizons sont très différents. Et le problème des institutions financières comme des marchés financiers, c'est de transformer l'épargne disponible en moyen pour les innovateurs. Donc, Alain a raison de souligner que l'un des défis lancés aux chercheurs, et aux chercheurs en finance en particulier, c'est de trouver les moyens d'adapter les sources de financement et les moyens de financement aux projets qui ont plus de chances d'aboutir. En particulier, simplement je dis un mot là-dessus, mais on ne peut pas le développer, le capital risque fonctionne très mal dans ce pays. Il fonctionne très très mal. Et le capital risque est nécessaire. On se bat sur l'Arbois avec Marc Lassus. Marc Lassus était le fondateur de J'aime Plus dans le temps. Marc Lassus aujourd'hui est à l'Arbois faisant le business angel d'une petite entreprise qui lance des éoliennes. Il faut 20 millions, on les cherche de tous les côtés. C'est pas en France qu'on les trouvera. Donc vous avez raison d'indiquer que la question, et Alain a raison de mentionner cela, il faut que nous ayons des innovations financières qui canalisent effectivement l'argent vers les projets. Mais on a besoin de la finance, voilà. Alors, une précision de Jean-Paul Paulin et puis une autre question. Non, ça va ? Alors, je crois que c'est Monsieur Monteil, si j'ai bien reconnu, parce que j'ai le projecteur dans les yeux. Oui, c'est ça. Absolument, allez-y. Oui, alors Jean-Hervé est parti comme un courant d'air, mais son intervention m'a suggéré une question, mais vous allez pouvoir y répondre. Depuis 2 jours, on a beaucoup parlé d'une donne nouvelle qui est le vieillissement de la population, qui est lié à un certain nombre de facteurs qu'on a largement développés depuis hier. C'est un élément extrêmement important puisque ça veut dire que le remplacement des générations se fait beaucoup moins vite qu'avant. Hier, on avait un remplacement générationnel qui était assez rapide. Dès lors, ce que Jean-Hervé appelait les vieux, le vieillissement, ça revient à ça. D'un côté, on a les vieux avec l'épargne, et puis de l'autre côté, on a un formidable besoin d'investissement, et on a un investissement pour pouvoir faire de l'innovation, de la création, et c'est plutôt l'univers des jeunes, on va le dire comme ça. Et donc la question qui me paraît être une des questions qui peut être posée dans le champ de l'économie, qui est quand même plus ou moins une science du comportement, hein. Quand même pas oublier que derrière tout ça, il y a en effet des hommes et des déterminants comportementaux qui sont susceptibles d'avoir un certain nombre de conséquences. Et donc, de ce point de vue-là, je me demande si au cœur de la réflexion, on n'a pas complètement évacué ce que, par ailleurs, nous considérons comme étant très important, c'est-à-dire l'allongement de la vie. Et a-t-on créé aujourd'hui, dans les réflexions sociétales que les gouvernements portent, a-t-on pensé à un moment donné à la création d'espaces intergénérationnels et d'espaces intergénérationnels productifs? Je vais le dire autrement. Les caractéristiques d'un jeune et les caractéristiques d'un vieux ne sont pas les mêmes. Les défauts des uns et les défauts des autres ne sont pas identiques, mais les qualités des uns et les qualités des autres ne sont pas identiques. Un jeune, il est capable de traiter des problèmes nouveaux, et un ancien, il est capable de repérer dans les problèmes qui apparaissent ceux qui sont véritablement nouveaux, c'est-à-dire ceux qu'il n'a pas déjà rencontrés. Et cette, comment dirais-je, association d'une capacité à l'innovation et d'une capacité au repérage de ce qui pourrait être nouveau me paraît être important. Autrement dit, je vais dire la chose de la manière suivante. Il y a probablement un capital générationnel aujourd'hui qui n'est pas considéré comme étant au cœur des espaces productifs. Et je voudrais savoir ce qu'en pense notre collègue économiste, parce qu'on n'entend jamais parler de capital générationnel ou de potentiel générationnel. On est en train de poser le vieillissement comme étant un poids, une difficulté, par rapport à laquelle il faut engager une solidarité, alors qu'on peut se demander si ce n'est pas un nouvel espace productif. Alors, voilà.
En 2 temps, pour profiter de la richesse des intervenants, Hervé Lebras, évidemment, spécialiste, et puis ensuite Jean-Paul Paulin, et une dernière question, toute dernière. Voilà. Juste un mot, on l'entend ? Oui. Oui. Non, juste un mot. Il y a un point qu'on n'a pas soulevé sur le vieillissement qui, je pense, écarte en grande partie des interprétations biologisantes sur telle et telle capacité. C'est qu'actuellement, en France, le revenu moyen d'un retraité est supérieur au revenu moyen d'un actif, que la part du patrimoine possédée par les retraités et les personnes âgées est devenue dominante. L'indice de la proportion de personnes de plus de 60 ans au-dessous du seuil de pauvreté en 1980 était de 40%. Elle est maintenant, pour les hommes âgés de plus de 75 ans, elle est de 3%. Inversement, les jeunes qui étaient très peu sous le seuil de pauvreté sont maintenant les plus nombreux sous le seuil de pauvreté. Donc, le problème jeune, vieux, vieillissement et tout ça, c'est avant tout un moyen de revertir. Quel moyen trouvera-t-on de rebasculer, c'est-à-dire de faire en sorte que patrimoine et revenus reglissent vers les jeunes générations? Ce n'est pas une question, je dirais, de capacité biologique des unes et des autres, c'est beaucoup plus une question d'un sain investissement. Alors, la réponse de Jean-Paul Paulin. Merci, bravo. Oui, bon, bien sûr. Cela dit, bon, enfin, effectivement, nous avons un marché du travail qui fonctionne en protégeant, en gros, ce qu'on appelle les insiders, hein, c'est les gens qui sont à l'intérieur, et en excluant par conséquent les outsiders, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas rentrés encore véritablement dans la vie active. C'est un vieux truc. Hein. Je me rappelle d'un bouquin de Michel Albert, qui disait ça. Il devait y avoir un chapitre qui devait s'appeler « Les vieux mâles contre les jeunes coqs », enfin, quelque chose dans le genre. Et donc, oui, il se plaignait déjà de ça. Mais enfin, ça, c'est les années 80. Moi, ce qui me frappe, bon, là aussi, c'est peut-être un peu... Enfin bon, disons, je prêche pour ma paroisse, je suis toujours extrêmement étonné de voir à quel point il est difficile, comment les entreprises intègrent pas mal, en tout cas, les docteurs, sortant de nos universités, et je ne parle pas des docteurs en SHS dont on sait que ça ne sert à rien. Hein, bon. Mais non, je blague. Oui, oui. Bon, vous avez compris. Bon, donc, mais c'est vrai que même les docteurs en sciences, peut-être eux plus que d'autres, ont des difficultés à s'intégrer dans les entreprises. Ça, franchement, on nous parle tous les 4 matins, enfin tous les matins où on se lève, on nous parle, j'entends parler d'innovation. Alors, on a formé des gens, donc qui ont quand même des diplômes, ils ont fait une thèse, ils ont fait de la recherche, et on a les pires difficultés à les intégrer. Donc là, il y a effectivement une vraie difficulté. Alors, après ça, bon, on peut parler de forums intergénérationnels, de se retrouver, les histoires bah oui, non, mais... vous voulez mobiliser l'épargne des vieux, il faut qu'à un moment donné, il y ait des espaces productifs entre les vieux et les jeunes. C'est ça la question. Il faut trouver les moyens de faire en sorte que cette épargne s'investisse avec du risque, c'est-à-dire avec un niveau d'altruisme qui soit suffisamment élevé. Oui, mais écoutez, on ne va pas faire appel à l'altruisme. Si vous voulez, c'est vrai que le vieillissement de la population, ça implique non pas une baisse de l'épargne, comme l'a dit Jean-Hervé, ça pose la question de l'orientation de l'épargne. En gros, ce qui se dit, ce qui a été développé, c'est qu'il va y avoir un equity gap, c'est-à-dire il va y avoir un problème de capitaux propres pour les entreprises, parce qu'on voit bien, en effet, enfin Jean-Hervé l'a très bien dit, on voit bien que quand vous vieillissez, vous allez retirer, enfin les fonds de placement font la même chose, hein, ils calculent quelle retraite ils vont devoir servir, et ils savent qui, et donc ils désinvestissent des actions pour passer en obligue, si possible public, lorsqu'ils voient arriver des cohortes qui vont arriver à la retraite. Alors maintenant, savoir s'il y a un problème d'inégalité
de revenus, c'est vrai, c'est avéré. Moi, je pense que la pire inégalité, c'est l'inégalité vis-à-vis de l'emploi. Et donc, qu'on ne nous raconte pas que la croissance potentielle, même si j'adore Patrick Artus, la croissance potentielle, vous pouvez dire, bon, sur le long terme, ce sera zéro, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, parce que le progrès technique se tarit, mais là, il y a de toute façon des gens qui cherchent un job, et donc ça rentre dans la croissance potentielle. Donc vous pouvez, on peut avoir, en absorbant les gens qui sont actuellement au chômage, vous pouvez avoir une croissance sans tension pendant des années. Reste la question de l'adaptation des qualifications qui, je pense, n'est pas si compliqué que ça à résoudre. Voilà, je suis désolé pour tous ceux qui voulaient poser des questions, mais on n'a vraiment plus de temps, donc voilà. Merci à vous tous, merci à vous.